Alors nous voici arrivés à la deuxième partie de cette conférence. Parce que certains pourraient me dire « oui, mais, vous nous parlez d'exemples anciens ». Ça, ce sont des gens qui ne sont jamais convaincus par rien. Ce sont les gens qui sont convaincus que nous vivons une époque qui n'est en rien comparable à la précédente. C'est ce qu'on dit toujours, vous savez, à toutes les époques, depuis que le monde est monde, il y a beaucoup de gens qui ont refusé les enseignements de l'histoire en disant « mais non, mais nous vivons un monde totalement différent ». Et quel est l'intérêt de l'histoire? C'est justement que l'histoire sert à deviner l'avenir, parce que quelque chose qui s'est sans cesse produit se reproduira. Sinon, c'est plus la peine de faire de l'histoire. Donc la question que vous vous posez peut-être, qu'il faudrait d'ailleurs se poser, qu'il est naturel de se poser, est-ce que par miracle, l'euro pourrait-il échapper au sort de toutes ces monnaies plurinationales qui l'ont précédé et donc de s'installer définitivement? Alors ma réponse est non. Ma réponse est non et j'annonce, je confirme, j'affirme, je le dis. D'ailleurs, c'est pour ça l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le mouvement politique que j'ai créé, l'Union populaire républicaine, qui a été créé le 25 mars 2007, jour anniversaire du 50e anniversaire du traité de Rome. Donc on ne peut pas dire que nous surfons sur une vague. D'ailleurs, la charte fondatrice a été approuvée ce jour-là et est en ligne depuis ce jour-là et n'a pas subi la modification d'une virgule depuis ce jour-là, ce qui nous distingue de tous les autres mouvements politiques français, qui ont tous dit, qui continuent tous de dire une chose et son contraire sur l'euro. Eh bien, nous disons que l'euro va inéluctablement exploser pour 7 raisons essentielles qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, je les présente avant, et puis on va les examiner l'une après l'autre après. Première raison, parce que l'euro est une monnaie commune et non pas une monnaie unique. Le système ainsi créé, je vais l'expliquer tout à l'heure, a pour effet de ne jamais sanctionner les déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements courants d'un État de la zone euro vis-à-vis d'un autre État. Deuxième raison, le système de l'euro provoque structurellement la dégradation du bilan des banques centrales des États vertueux, ce qui est à terme totalement insupportable pour eux, et tout particulièrement pour l'Allemagne. Troisième raison, un taux d'intérêt unique pour 17 économies différentes est un processus systématiquement aggravant que d'ailleurs les économistes dénoncent comme étant systématiquement pro-cyclique, c'est-à-dire qu'il aggrave systématiquement toutes les situations cycliques. Quatrième élément, un taux de change externe unique pour 17 économies différentes est destructeur pour les économies les moins compétitives de la même zone monétaire. Cinquième raison, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, on verra ce que c'est, et n'est pas capable de surmonter durablement des chocs asymétriques. Sixième raison, l'euro conduit nécessairement à la fin de la démocratie. Et septième raison, les plans dits de sauvetage de l'euro conduisent au pillage du patrimoine des peuples et des États au profit d'une oligarchie financière, ce qui annonce des embrasements politiques dans toute l'Europe jusqu'à l'explosion finale. Alors on va examiner ces 7 points. Le premier point, la première raison de l'explosion à venir, l'euro n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. Ce système a pour effet de ne jamais sanctionner les déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements courants d'un État, de la zone, vis-à-vis d'un autre État. C'est l'un des grands secrets de l'euro. Les gens croient que les euros sont identiques, que vous avez un euro dans votre poche et que toutes les personnes de la même zone euro ont le même billet. Alors c'est à la fois vrai et faux. En apparence, tous les euros qui circulent sont identiques. Mais ce n'est qu'une apparence. Les euros ne sont pas identiques juridiquement. D'un point de vue juridique, l'Allemagne émet une monnaie allemande qui s'appelle l'euro. La France émet une monnaie française qui s'appelle aussi l'euro. La Grèce émet une monnaie grecque qui s'appelle aussi l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes entrés dans la zone euro, nous avons conservé notre monnaie nationale, mais elle a subi une mutation. Au lieu de s'appeler le franc, elle s'appelle l'euro. Désormais,
elle est échangée au taux de 1 pour 1 avec les pays qui ont fait le même processus. L'Allemagne a changé le mark contre l'euro, la Grèce a enlevé la drachme, l'a remplacée par l'euro, et donc il y a une convention qui fait que 1 euro en France égale 1 euro en Allemagne égale 1 euro en Grèce. Et enfin, comme nous appartenons à l'Union européenne où il y a libre circulation des mouvements de capitaux, il n'y a aucune limitation à ce change. Si vous avez 10 000 euros sur votre compte courant à Samoin ou à Verchex ou à Annecy, vous pouvez ouvrir demain un compte à Düsseldorf, à la banque à Dresdner Bank, et transférer vos 10 000 euros dans ce compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf. Si vous en avez 100 000, vous pouvez transférer vos 100 000 euros. Si vous en avez 10 millions, vous pouvez transférer vos 10 millions d'euros. Et ce faisant, l'argent que vous avez actuellement dans votre compte, qui est une créance, d'un point de vue juridique, qui est une créance sur la Banque de France, va devenir une créance sur la Bundesbank. Les euros émis par l'Allemagne sont des créances sur la Bundesbank, les euros émis par la France sont des créances sur la Banque de France, les euros émis par l'Italie sont des créances sur la Banque centrale italienne, les euros émis par la Belgique sont des créances sur la Banque centrale de Belgique, les euros émis par la Grèce sont des créances sur la Banque centrale de Grèce, etc. Parce que l'un des grands secrets, c'est que l'on n'a pas supprimé les banques centrales. Vous avez toujours la Banque de France, vous avez toujours la Bundesbank, vous avez toujours la Banque centrale d'Italie. D'ailleurs, si vous reprenez le traité de Maastricht, ou le traité actuellement en cours, le TUE et le TFUE, vous vous apercevez qu'il est question du système européen de banque centrale, et la Banque centrale européenne est d'ailleurs composée dans son conseil d'administration des gouverneurs de toutes les banques centrales de la zone. Donc on n'a pas du tout supprimé les banques centrales nationales. Les traités parlent du SEBC, le système européen de banque centrale. En ne supprimant pas les banques centrales nationales, les gouverneurs de chacune d'entre elles étant représentés au conseil d'administration de la BCE, les concepteurs de l'euro, et notamment les Allemands, ont choisi de facto un processus facilement réversible. Ce n'est pas parce qu'on aurait supprimé toutes les banques centrales pour ne plus avoir que la Banque centrale européenne que l'euro n'aurait pas été condamné. CF, les 2000 ans d'histoire. Mais là, il est encore plus facile de revenir en arrière puisque nous avons nos banques centrales. Je rappelle, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, la création de la Tchécoslovaquie, ou la création de pays en Afrique qui n'avaient aucune, la Guinée, qui n'avaient aucune expérience souveraine ni de banque centrale, qui en quelques semaines ont recréé leur banque centrale, ou quelques mois. Mais là, on n'a même pas besoin puisque ça existe. Ça existe. Alors, comment fonctionne réellement l'euro ? C'est la partie, peut-être l'une des parties les plus techniques de cette conférence, mais j'essaye de vous la présenter de façon claire, et puis vous aurez quand même une satisfaction, si vous m'écoutez bien. C'est que vous en saurez davantage que la quasi-totalité des Français, et pas seulement du peuple français, mais aussi des prétendus experts. Je vous renvoie à la fois où j'avais été interviewé sur BFM TV, où j'avais rapidement présenté ça, et où le président de Barclays France avait piqué du nez parce qu'il n'était pas au courant, et Nicolas Dose n'était pas au courant. Alors, je ne parle même pas des responsables politiques qui ont brigué vos suffrages. Madame Le Pen ou M. Dupont-Aignan qui disent qu'il faut transformer l'euro en une monnaie commune, c'est déjà une monnaie commune. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien. Ça veut dire qu'ils ont le culot de se présenter au suffrage des Français, ils ne connaissent même pas techniquement ce dont ils parlent. Et je ne veux pas taper spécialement sur eux, parce que c'est pareil pour les autres. Alors comment ça marche ? Toutes les monnaies des États de la zone ont le même nom et la même apparence. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles circulent totalement librement au sein du marché unique. Elles sont toutes librement convertibles entre elles à un taux fixe de 1 pour 1. 1 euro en Allemagne égale 1 euro en France, égale 1 euro en Grèce, égale 1 euro en Italie, égale 1 euro en Finlande, égale 1 euro aux Pays-Bas, etc. Donc visuellement, quand avec votre euro vous allez en Italie et que vous achetez avec votre billet, on vous rend dans d'autres billets, vous avez le sentiment qu'effectivement c'est une monnaie unique. Mais ça n'est qu'une apparence. En termes techniques, il s'agit d'un PEG, comme on dit, d'un lien de 1 pour 1, que tous les États de la zone se sont engagés à respecter pour toujours et de façon illimitée. L'enseignement, l'euro n'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. Les Allemands, qui sont des gens précis, le savent et le disent parfaitement bien. Lorsque l'Allemagne de l'Est
s'est effondrée avec le mur de Berlin, que l'Allemagne de l'Est a fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest, la banque centrale est-allemande a disparu, la monnaie est-allemande a disparu, et les Allemands ont dit en allemand die einheitliche Währung. Die Währung, ça veut dire la monnaie en allemand, einheitliche, ça veut dire unique, die einheitliche Währung. En revanche, la monnaie, ici c'est le Parlement européen, j'ai montré ces photos parce que vous voyez que là c'est tout un peuple qui se retrouve. Vous vous rappelez la chute du mur de Berlin? Il y avait des millions de personnes qui célébraient la réunification de tout un peuple. Ici c'est une vue du Parlement européen. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Parlement européen, il n'y a personne. On se croirait dans un film de Jacques Tati. On voit de temps en temps égaré un club du troisième âge de Carpentras auquel on fait montrer les miracles de l'Europe, et on a un petit babil qui dure 15 secondes, et puis les gens repartent, et puis après ça retombe dans un silence pesant, il n'y a pas de peuple européen. Et là, les Allemands disent « de gemeinsame Währung », ça veut dire la monnaie commune. Jamais vous n'entendrez des Allemands parler de monnaie unique lorsqu'ils parlent de l'euro. Alors les conséquences sont colossales. Les voici. Dans le système antérieur des monnaies nationales, on va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Vous avez un Allemand qui s'appelle M. Goethe et qui a un compte à la banque, dans une banque commerciale en Allemagne, mettons la Dresdner Bank ou la Commerzbank, et cette monnaie est adossée à la Banque centrale nationale, la Bundesbank. Et puis vous avez un Grec qui s'appelle M. Socrate, qui lui a un compte dans une banque commerciale de Grèce, la banque du Pirée à Athènes ou à Thessalonique, qui est adossée à la banque de Grèce. Auparavant, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un marché d'échange. Lorsque M. Socrate achetait par exemple une Mercedes, admettons que M. Goethe est le concessionnaire ou le fabricant de Mercedes en Allemagne. M. Socrate payait la Mercedes en drachmes à la banque commerciale en Grèce, laquelle banque commerciale en Grèce convertissait les drachmes en marques sur le marché d'échange. Puis, ayant obtenu des marques en échange des drachmes, payait en marques la banque commerciale de M. Goethe qui créditait le compte de M. Goethe en marques. Donc tout le processus était régulé par le marché d'échange. Si le solde du commerce extérieur grec était très déficitaire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de M. Socrate qui achetaient des Mercedes et que il n'y avait aucun M. Goethe qui achetait des produits grecs. Il y avait donc un déficit commercial de la Grèce vis-à-vis de l'Allemagne, ou si vous préférez, un excédent commercial de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce, puisqu'elle vendait beaucoup plus à la Grèce qu'elle ne recevait. Donc dans ce cas-là, ça voulait dire que le taux de change, le solde du commerce extérieur grec était très déficitaire, la balance des paiements courants de la Grèce allait devenir très déficitaire vis-à-vis de l'Allemagne, et donc le taux de change du drachme allait baisser par rapport aux marques sur le marché d'échange. La Bundesbank, en plus, ne voyait rien au système puisqu'elle ne connaissait que des marques. Elle était donc protégée d'un afflux de monnaie de banque centrale grecque. Elle n'avait que... C'était le marché d'échange qui régulait, qui faisait baisser le taux du drachme par rapport aux marques. Ça, c'était avant, avec les monnaies nationales. Et maintenant, avec le système de l'euro, on a toujours M. Goethe, qui a toujours un compte à la banque commerciale en Allemagne, adossé à la Bundesbank. On a toujours M. Socrate, qui a toujours un compte à la banque commerciale en Grèce, adossé à la Banque de Grèce. Et on a toujours M. Socrate, qui veut acheter une Mercedes. Mais cette fois-ci, au lieu de payer en drachmes, il paye en euros. Et cette fois-ci, puisque l'euro est une monnaie commune qui se change de façon illimitée au taux de change de 1 pour 1, eh bien, il n'y a plus de marché d'échange et la banque commerciale en Grèce ne passe plus par un marché d'échange qui n'existe plus. Elle envoie directement les euros à la banque commerciale en Allemagne. Mais les euros qui sont ici sont des euros qui sont des créances sur la Banque de Grèce. Ce sont donc des créances sur la Banque de Grèce qui sont envoyées directement en Allemagne. La banque commerciale en Allemagne, recevant ces euros en créances grecques, va créditer M. Goethe des euros au taux de 1 pour 1, mais M. Goethe ayant un compte en Allemagne, les euros en question deviennent des créances sur la Bundesbank allemande.
Et donc la conséquence tout à fait nouvelle, qui est la conséquence de l'absence de marché d'échange et de ce système de taux de change de 1 pour 1, c'est que la banque commerciale en Allemagne va demander de la liquidité en euros créances allemandes à la Bundesbank pour justement créditer en euros créances la Bundesbank de M. Goethe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au bout du compte? Il va se passer que la Bundesbank va en fait être celle qui va prendre le risque qui autrefois était traité par le marché d'échange. La Bundesbank va savoir s'accroître ce qu'on appelle la base monétaire et son bilan de créances qui sont des créances sur la Banque de Grèce. Vous vous rappelez, dans le schéma précédent, la Bundesbank ne voyait rien. Elle ne traitait que des marques. Là, elle voit apparaître des créances qui sont des créances pourries sur la Banque de Grèce. Le déficit du commerce extérieur grec, quant à lui, n'est plus du tout sanctionné. Auparavant, il était sanctionné puisque, comme je le dis, le marché d'échange, plus il y avait de déficit commercial et de déficit de la balance des paiements courants, plus le grec baissait sur les marchés d'échange. Donc du coup, il y avait de moins en moins de monsieur Socrate qui pouvait acheter des Mercedes parce que le prix des Mercedes était de plus en plus cher. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de sanctions. Donc le déficit du commerce extérieur grec n'est plus sanctionné par les marchés d'échange et c'est le bilan de la Bundesbank qui va se dégrader à toute allure.